Scène 2. Une seconde scène pour retrouver et comprendre que l'incompréhension constatée dans tous les comportements des hommes provient bien de raisonnements, d'illusions. Notre puissante économie, avec tant d'argent en circulation, navigue en réalité sur un océan de dettes. Elle s'est embarquée pour un voyage aussi irréaliste que celui du Titanic. Nul doute que l'économie titanique vient de heurter un gros iceberg. Nul doute que nous ne sommes en comparaison que dans les premières heures du choc. Et ce n'est pas encore la fin des illusions de ce voyage. Pendant quelques heures, on le sait, le concert musical avait fait encore rêver bien des passagers. Mais très vite, personne ne peut entrevoir d'autre solution sinon celle de la fatalité. L'inondation a atteint le bateau, le résultat des comportements les plus absurdes va donc se révéler. Personne ne sait plus où aller et ce que chacun aurait à faire. Chacun est piégé, c'est paralysé. Tous les comportements apparaissent pour le moins désordonnés. On est sorti de la route à suivre. On a suivi un détournement des objectifs et des moyens. On va retrouver en somme les mêmes observations et conséquences que des comportements des hommes que dans la fable numéro 1 des ânes. Cette image du Titanic décrit très exactement les conséquences du piège qui a enfermé et conduit les hommes à cette incapacité à rechercher une solution. C'est exactement donc ce qui se passe dans notre économie actuelle. La situation a pris l'allure d'un piège similaire. Le but de tout voyage en économie, c'est bien de produire dans les meilleures conditions le maximum de biens, de services pour répondre aux besoins des hommes. Y a-t-il une autre action de base à remplir ? Sinon, être capable d'employer au travail tous les hommes pour mobiliser le maximum de leurs talents dans l'efficacité maximale. Sans travail, rien, absolument rien n'est possible. On a donc complètement oublié cette évidence. Le travail, c'est le seul moteur qui anime notre vie économique. Et l'on constate que même cette évidence, on est incapable de lui donner la priorité, de la rechercher. Pire, non seulement on ne la lui donne pas, mais chaque jour on détruit systématiquement les emplois. Bref, comme pour le Titanic, une fois qu'il a heurté l'iceberg, personne ne sait plus quoi faire, pas même de faire quelque chose d'adapté à la situation de crise. Sur le Titanic, on sait bien que les concepteurs, comme le personnel aux commandes, étaient persuadés d'avoir un bateau insubmersible. Ils ont cru savoir, et ils ont fait. Ils avaient choisi la route qu'ils considéraient la plus rapide sans tenir compte d'aucune réalité telle les icebergs. Probablement une invention de pauvres types qui n'y connaissaient rien. Les responsables ont donc tout faux. Mais dans leur caprice, tout le monde les suit. On va même jouer les prolongations musicales. Le plus grand nombre de passagers ne comprend rien, totalement hors circuit, de telles pensées aussi irréalistes. Et quand ceux qui pourront enfin aborder des canaux de sauvetage tout à fait en nombre insuffisant, on était tellement sûr de ce que l'on faisait, ils mourront non pas de froid, mais de frayeur, persuadés qu'ils allaient mourir de froid. Depuis le voyage du Kon-Tiki, du docteur Bombard, parce que lui était tourné vers la recherche appliquée, non pas vers les illusions, on sait que l'on peut survivre pendant des semaines et donc avoir le temps d'être sauvé, et bien sûr cela s'est vérifié depuis. Nous avons donc beaucoup à apprendre de toutes nos erreurs. De même que les concepteurs et dirigeants de ce navire, de sa traversée, sont à l'origine de bien les fautes de ce drame. De même doit-on conclure que toute responsabilité doit être assumée et orientée pour chacun de nos actes jusqu'au bout. Ce sont bien ce que l'on pourrait qualifier de leurs interventions qui ont fait que le meilleur bateau de son époque s'est jeté lui-même sur l'iceberg. Les autres ignares, entre guillemets, faisaient confiance. On dit encore faisaient crédit
aux idées folles de ces gens-là. De même, dans l'exemple des ânes, les interventions de quelques puissants, nos deux compères, comme des responsables de pouvoir public, la mairie, montraient bien que ne pas laisser tranquilles, c'est-à-dire libres les agents économiques, était catastrophique pour leur comportement. On les avait orientés, en réalité désorientés, et tous confondés dans la même ignorance, argent et richesse. Les interventions, en somme, des uns et des autres, c'était de véritables coups de massue assénés avec de grandes masses de monnaie. On devrait dire que l'économie a vraiment perdu la boule à ce moment-là. Cette errance des comportements des hommes que l'on a vue dans cette bulle des ânes, eh bien il faut se poser la question maintenant, comment en est-on arrivé là? En ne sachant pas ce que l'on fait avec de l'argent, qu'il soit emprunté ou non, bien sûr on se servait mal de l'argent. On lui faisait emprunter de mauvais chemins. Le crédit et les dépenses qui viennent des décisions des puissants, en somme, toutes chances d'être dirigés vers des projets d'emploi qui ne produiront pas de richesse réelle. Eh bien, il nous faut le constater dans cette troisième scène que nous allons aborder maintenant, que le crédit réel, les créateurs d'emplois, ne provient pas de décisions arbitraires centrées sur les illusions de l'argent. Pour cela, la troisième scène va nous faire quitter le monde imaginaire, et là, les dettes ne résulteront ni de l'imagination des fous, ni de l'ignorance des réalités. C'est chacun d'entre nous et nous tous qui pourront marcher et nager à contre-courant du naufrage. Nous allons le voir, les attitudes et les comportements qui déterminent les méthodes de l'emploi au travail de tous les hommes sont bien depuis toujours leurs actes de base à l'origine de toute vie économique. Scène numéro 3.